Bien, bonjour à toutes et tous, merci d'être venus à cette présentation. On va essayer de parcourir en fait le protocole MQTT en utilisant essentiellement donc Mosquitto, PAO. Il y aura un petit peu de théorie et puis un peu de démo également. Je me présente très rapidement, donc je suis Laurent Guérin, architecte senior à Capgemini à Nantes, et je fais partie d'une unité qui s'appelle OneCraft, spécialisée en ingénierie logicielle. C'est mieux ? Ok, très bien. Et sinon, accessoirement, à côté de ça, je suis également donc, créateur et leader d'un projet open source qui s'appelle Telosys, qui sert à bootstrapper des projets avec de la génération de code très pragmatique. N'hésitez pas à aller voir sur Internet. Alors, avant de démarrer, je vous propose pour la dernière démo, si vous le souhaitez, si vous avez un smartphone, d'installer une app. Alors, pour ceux qui sont équipés d'Android, je vous propose IoT espace MQTT Panel. C'est pour faire des dashboards, en fait, sur la base de MQTT. Et puis, pour ceux qui seraient plutôt iOS, vous pouvez utiliser MQT Tool avec 2 T tout collé. Voilà, ça permettra d'anticiper la dernière démo. Alors, assez rapidement, le protocole MQTT, en quelques mots, de quoi s'agit-il? En fait, c'est un protocole qui a été créé il y a maintenant plusieurs années par Andy Stanford Clark et Harlan Nipper, qui ont créé MQTT.org. Et puis après, progressivement, ça a été standardisé par un organisme qui s'appelle l'Oasis, qui lui a vocation à standardiser des projets open source, des protocoles ouverts, etc. Et MQTT, tout est dans le titre, c'est Message Queuing, Télémétrie Transport. Donc en gros, l'idée à la base, c'était vraiment d'aller faire de la télémétrie, donc de la prise de mesures à distance, et de la transporter aussi efficacement que possible, avec un minimum d'empreintes sur la bande passante. Donc légèreté et donc orientation IoT par nature. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En fait, bien évidemment, de l'IoT, ça a été fait penser pour ça, et par extension, vous pouvez l'appliquer à de la domotique, vous pouvez faire des dashboards. C'est utilisé, par exemple, par Facebook Messenger pour faire du chat. Et puis, vous pouvez imaginer tout un tas de use cases, non seulement dans le monde IoT, mais également pour du transport en mode asynchrone, en pub-sub de données quelconques dans l'entreprise. Alors, son positionnement en termes de réseau, c'est très simple. Il est juste au-dessus de la stack TCP/IP, donc au-dessus des couches 3 et 4 du modèle OSI. En gros, là où vous avez HTTP habituellement, vous enlevez HTTP, vous mettez MQTT à la place, et c'est exactement pareil. Donc il y a quelques temps, et on trouve encore des stacks qui fonctionnent avec ça, on le préfixait avec TCP : //. Depuis quelques années maintenant, il y a le préfixe MQTT : et si vous voulez faire du SSL, donc vous pourrez faire du MQTT over TLS avec les couches SSL habituelles. Alors, ce qui le distingue des autres protocoles standardisés pour les middleware orientés message, c'est clairement son poids. C'est-à-dire que MQTT, c'est le poids plume, le poids léger des protocoles pour faire du middleware orienté message. Par opposition, par exemple, avec AMQP ou Stomp qu'on trouve, par exemple, avec RabbitMQ. RabbitMQ fait tout ça. Donc, vous pouvez faire à la fois de la MQP, qui est assez classique, et également du MQTT. Et ça s'explique en fait par la structure des paquets. Puisqu'en fait, un paquet MQTT, ça peut faire juste 2 octets, en fait. C'est-à-dire que le header, on va dire, minimal d'un paquet, c'est 2 octets en tout et pour tout. Et là-dedans, on met sur un demi-octet le type du message, et puis après des flags, etc. Plus derrière, donc, une zone qui est dédiée au transport des données utiles, du genre le nom du topic, ce genre de choses. Et enfin, le payload, donc la charge utile qui va contenir votre message applicatif que vous allez stocker donc, dans ce paquet MQTT. Message applicatif qui est juste binaire, c'est un flux d'octets. Donc vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc typiquement, si on prend le petit exemple Java qui est en dessous, on ne va pas prendre la chaîne de caractères, mais on va aller chercher le flow d'octets qui compose la chaîne de caractères pour la mettre dans le payload de MQTT. Et donc, puisque c'est du binaire, vous pouvez même transporter une petite image ou quelque chose comme ça. Si vous faites une capture d'image, elle pourra passer sous réserve de faire maximum 256 mégas et pourra passer dans le flux. Alors, pour les développeurs, parce que c'est quand même un peu ce qui nous intéresse ici, vous pouvez développer des clients MQTT absolument partout. Donc sur le back-end, bien évidemment, sur vos couches habituelles de back-end, en front, avec la plupart des frameworks front qui existent actuellement, sur le mobile, avec du Swift, de l'Android Kotlin, etc. Et puis, si vous souhaitez sortir le fer à souder, vous pouvez même aller jusqu'à embarquer du code sur des microprocesseurs SP32, faire de l'Arduino, du Raspberry, et ainsi de suite.
Alors le pattern de base de MQTT, c'est le pub-sub, donc le publish-subscribe. C'est-à-dire qu'en gros, on va publier un message marqué par un topic qui désignera le sujet du message en question. Et ensuite, on aura 0 à n clients qui vont venir s'abonner à ce sujet et qui, du coup, vont récupérer tous les messages concernant le sujet en question. Par opposition à d'autres patterns, par exemple, de type point-to-point, etc. Donc là, c'est pour un message envoyé, 0 à n consommateurs du message. Ce qui va amener bien évidemment, ça c'est le bénéfice de ce genre de pattern, hein, c'est le découplage en fait, hein, entre le publisher et le subscriber. Donc découplage dans l'espace évidemment, puisque le publisher ne connaît pas les subscribers et réciproquement les subscribers ne savent pas d'où vient le message en question. Et on peut aller jusqu'à aussi un découplage dans le temps sous réserve d'avoir activé la notion de session, et ce qui permettra d'avoir une approche beaucoup plus asynchrone. Même si à la base MQTT n'est pas là pour conserver des messages très longtemps, c'est pas Kafka, hein, c'est pas fait pour, mais vous pouvez garder des messages malgré tout un temps significatif, on va dire. Alors au cœur du système, le broker. Donc le broker, c'est vraiment l'élément central qui va collecter et distribuer les messages. Alors le broker de référence, c'est Mosquitto. Mosquitto, c'est quelque chose qui a été fait au sein de la fondation Eclipse, qui ne fait pas que des IDE, qui a aussi une branche IoT. Et Mosquitto, il est écrit en langage C. Le gros avantage, c'est que même dans les dernières versions, même s'il a doublé, il est en fait à moins de 500 kilooctets, ce qui veut dire que vous pouvez l'installer absolument partout, même sur un Raspberry. Vous le téléchargez, vous le dézippez, vous le lancez, et ça marche, et c'est prêt à partir. Donc c'est ultra light et facile à utiliser. Alors après, la question, c'est où trouver, éventuellement où installer un broker MQTT. La réponse est très simple, c'est partout. Vous pouvez poser votre broker MQTT sur un serveur classique, un Mosquitto, mais aussi un RabbitMQ. ActiveMQ, on ne sait pas, mais ActiveMQ fait du MQTT. On n'est pas obligé de faire que du JMS avec ActiveMQ. Vous pouvez mettre ça sur un laptop, comme je l'ai fait ici. Vous pouvez monter un cluster avec différents brokers en cluster pour faire de la résilience. Raspberry, bien sûr, dans le cloud, avec des serverless genre HiveMQ, etc. Vous trouvez des solutions chez AWS, chez Azure, et vous pouvez aller jusqu'à mettre un broker sur un téléphone. C'est pas fait pour, mais ça reste possible. La notion de topic, qui est fondamentale également. Le topic, c'est le point d'accroche en fait, qui va permettre d'associer des messages à ce topic et ensuite de les distribuer à tous ceux qui seront venus s'abonner au topic en question. Donc, le principe, c'est un publisher publie un message sur un sujet donné. Le topic, c'est un sujet. Voilà, si je parle de température ou d'humidité, ben en fait, ce sera des informations relatives à ce sujet. Et les subscribers vont venir souscrire des abonnements au sujet en question. Et à partir du moment où on est abonné au sujet, c'est comme s'abonner à un magazine, hein, c'est pareil, on va recevoir tous les messages du sujet en question. Avec la possibilité, bien sûr, de publier pour un publisher sur plusieurs topics, et pour un subscriber de s'abonner également à plusieurs topics. Donc on va avoir des flux d'informations qui vont pouvoir se croiser, se mixer, etc. Et vous avez même la possibilité éventuellement de republier. On peut même potentiellement faire des boucles et générer des poison messages, hein, ce qui peut être dangereux, mais quand on gère bien, tout va pour le mieux. Et point important, c'est qu'il n'y a pas d'administration sur un broker MQTT. On ne crée pas d'un point de vue admin, les topics. Il suffit au client de publier un message sur un topic pour que le topic, implicitement, existe. Donc, zéro administration, légèreté. Alors, un topic, ça a été pensé pour porter une sémantique. C'est-à-dire que le topic, quand on le voit, il doit avoir du sens. Et ça a été bâti sur la forme d'une arborescence. Alors, un topic, c'est une chaîne de caractères en UTF-8, ce qui veut donc dire que vous pouvez créer un topic avec des caractères japonais, si vous le souhaitez. La longueur de la chaîne de caractères, c'est 64 kg, donc ça vous laisse de la marge. Et si on prend une approche IoT, par exemple, avec une maison et les différentes strates et les prises de mesure, on pourrait avoir donc la maison, les étages, l'arborescence avec les différentes pièces, et puis ensuite ce qu'on mesure, la lumière, la température, etc. Et donc, si on prend le premier exemple, ici, home, ground floor, kitchen, temperature, etc., quand on voit ce topic, c'est pas la peine d'en dire plus, on met une valeur numérique. Si je mets 35, je vais me dire, OK, il fait 35 degrés, ça c'est la température dans la cuisine de la maison au premier étage, etc. Donc pas la peine de faire un gros flux de JSON avec des tas d'informations qui seraient juste là pour consommer des octets. Et pour la partie subscribe, on va pouvoir souscrire évidemment à un topic précis,
Mais on va pouvoir utiliser aussi des jokers, donc des wildcards, qui vont nous permettre de mettre des plus pour dire je prends tous les topics de ce niveau-là, ou des dièses pour dire je prends toute l'arborescence qui est sous le début de la racine que j'ai indiqué. Alors le broker, ok, c'est vu. Maintenant, le client. Donc, pour communiquer avec un broker, il faut des clients, bien évidemment. Donc le client, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter au broker, il va établir une connexion longue. En gros, il va ouvrir une socket sur TCP. On l'a dit tout à l'heure, c'est du TCP, donc faites attention. Tout ce qui filtre, si vous avez des firewalls, des egress, des reverse proxy, etc., peut-être que votre protocole MQTT passera pas. Donc là, le client se connecte, il établit un dialogue avec le broker dans la durée, aussi longtemps que possible ou qu'il en a besoin, et ensuite il finit par se déconnecter. Alors, pour se connecter, qu'est-ce qu'il faut? C'est juste indiquer le protocole, le host, le port et un client ID qui va identifier donc, le client qui s'est connecté à un instant T. C'est tout ce dont on a besoin comme paramètre. Et l'intérêt d'MQTT, c'est qu'on a à notre disposition sans rien faire si vous n'avez pas envie de coder. Si vous avez installé par exemple Mosquito, on a en ligne de commande Mosquito_pub qui permet de faire du publish, Mosquito_sub qui permet de faire du subscribe, et puis des clients graphiques également. Et ça, je vais vous les montrer rapidement. Donc, si je prends ici mon écran, je vais lancer donc un Mosquito en option verbeux. Donc j'ai lancé Mosquito ici, en bas, donc qui écoute sur le port 1883. Et ici, je vais lancer donc une publication. Donc là, je publie le message Hello Toulouse sur MyTopic. On voit en bas qu'il a reçu quelque chose. Personne n'écoutait. En gros, là, il est en train de parler dans le vide. Donc tout ce qu'il va dire en mode de publish, ça ne sert à rien. Personne n'écoute. Là, je vais lancer donc un subscriber qui, lui, souscrit sur le topic MyTopic. Et là, cette fois, chaque fois que je publie, on voit que... Alors, oui, évidemment, si je fais des CLS, ça ne va pas m'aider. Voilà. Chaque fois que je publie, ici, j'ai le message qui arrive, Hello Toulouse, sur la droite. Et si je lance mon petit client graphique, c'est pas celui-ci, je me connecte, et si je publie, je vais le voir arriver logiquement dans le client graphique, effectivement, qui se trouve sur la droite, ici. Et avec mon client graphique, après, je peux aussi publier sur le même topic, et je vais le voir arriver à ce niveau-là. Et lui-même reçoit ce qu'il a lui-même publié. Donc, si vous voulez tester du MQTT très rapidement, sans faire une ligne de code, vous pouvez le faire avec tout ce genre d'outils. Ça va être très simple et très, très facile à faire. Bon, seulement il se trouve qu'on est au DevFest, on est tous des développeurs, et puis ce qui nous intéresse, c'est pas de prendre des trucs sur étagère, c'est de les fabriquer nous-mêmes en général. Donc pour ça, il y a une librairie qui s'appelle PAO, qui a été faite également par la fondation Eclipse, et qui se décline sur différents langages, en passant par Python, bien évidemment, Java, JavaScript, Ruby, Rust, etc. Donc en fonction de votre langage, vous choisissez la librairie dans la version du langage sur laquelle vous voulez développer. Et puis, on va y aller. Donc l'exemple ici que j'ai pris, on va commencer par quelque chose de très très banal, c'est du Java. Dans ce cas-là, il va falloir juste tirer la dépendance MQTT avec Maven, Gradle, ce que vous voulez. Et cette librairie va vous amener un objet, enfin une classe MQTT Client. Et cet objet-là va vous permettre de faire connexion, déconnexion, publication, subscribe. En gros, tout ce qu'on veut faire en MQTT, plus un objet MQTT Message et une librairie, une classe d'exception. Donc ça, je vais vous montrer le code, en fait, ici, directement. Donc j'ai un publisher ici, qui est codé en Java. Donc le principe sera toujours le même, quel que soit le langage que vous allez utiliser. C'est je crée un client. Ce client ici, il a l'URI du broker. Donc dans mon cas, c'est TCP:/localhost 1883. Un client ID qui l'identifie. On va se connecter ici. Et puis ensuite, on va rentrer dans une boucle dans laquelle on va faire du Hello Toulouse à répétition. Donc ça, normalement, je dois être en capacité de le lancer ici. Donc voilà, toutes les secondes, il y a un message qui part. De l'autre côté, j'ai un subscriber Java qui lui fait la même chose. Il a son client, il se connecte. Là, la différence, c'est que
je souscris, donc j'attends un message, donc je vais réagir sur événement, donc je vais armer une callback, et cette callback sera déclenchée à chaque fois que je reçois un message. Donc ça, je vais le lancer également. J'étais rendu au message 12 ou 13, je ne sais plus. Et puis là, cette fois-ci, on voit qu'effectivement, on reçoit les messages qui proviennent ici du publisher qui est en train de publier le 20, 21, etc. et le subscriber ici qui reçoit. Donc encore une fois, dans le message, vous mettez ce que vous voulez. On n'est pas obligé de mettre un formatage particulier. Bon, je vais les arrêter, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Et donc ça, c'était pour Java. Ce qu'il faut comprendre aussi quand vous fabriquez un client MQTT, c'est qu'en général, ce qu'on voit sur à peu près toutes les docs, c'est que on met, cas classique, un publisher, un subscriber, mais un client n'est pas dédié à un rôle donné. Donc un même client peut être à la fois subscriber et publisher. C'est l'exemple qu'on voit ici en bas. Alors ça, je l'ai illustré par une petite démo, avec un cas d'usage super professionnel que vous pourrez sûrement réutiliser dans vos entreprises respectives. C'est le routage de chocolatine. Alors, je vous montre. J'espère que ça va marcher. Donc, là, il y a du reuse, hein, attention. Donc, ce que j'ai fait, si je vais vous montrer le schéma quand même avant, pour que... Donc, alors ça, je l'ai codé en Golang, parce que Golang, c'est super cool. Je ne sais pas s'il y en a qui en font parmi vous, mais ça permet de faire un petit exécutable et c'est super pratique. Donc, j'ai un exécutable qui s'appelle Chocopub. Alors lui, en gros, il publie des commandes de, soit de pain au chocolat, soit de chocolatine. Et puis derrière, il met 2 points, le nombre de friandises là, que je veux commander. À l'autre bout, donc, on a un subscriber qui s'appelle ChocoSub, qui prend en paramètre soit Nantes, soit Toulouse. Et on attend des commandes pour Nantes, des commandes pour Toulouse. Et là, j'ai un routeur avec une super règle de gestion, un cahier des charges très précis pour une fois. Il dit les chocolatines vont à Toulouse, les pains au chocolat vont à Nantes. Jusque-là, logique. Donc, je lance mon... qu'est-ce que j'ai dit? Chocopub. Alors voilà. Donc là, c'est parti. Donc 4 chocolatines, un pain au chocolat, 9 chocolatines, 8 pains au chocolat, etc. Ici, je souscris pour Toulouse. Donc Toulouse dit, moi j'écoute. Alors ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a rien qui arrive à Toulouse pour l'instant. Parce qu'on publie sur choco/all. Et lui, il écoute sur choco/Toulouse. Et puis si je fais ici un subscriber pour Nantes, lui, il souscrit sur choco/Nantes. Donc aucun rapport entre les messages entrants et les messages et les topics pour les abonnés en bas. Donc j'ai lancé mon super routeur. Où est-ce qu'il est, lui? Chocoroute, voilà. Alors lui, il va faire le dispatching. Donc il voit arriver chocolatine, il dit ah chocolatine c'est pour Toulouse, donc il les envoie sur Choco Toulouse. L'autre après il va arriver pain au chocolat, il l'envoie donc sur Choco Nantes, etc. Et on voit en bas que les chocolatines arrivent effectivement à Toulouse et que les pains au chocolat arrivent effectivement à Nantes. Et si je coupe le flux entrant ici, il n'y a plus rien qui se passe, donc il n'y a plus rien qui est dispatché. Donc voilà, victoire de Toulouse par 82 chocolatines, 44 pains au chocolat. Comme en Coupe de France, c'est même pire. Donc, un autre aspect important, la qualité de service. La qualité de service, ça va servir à assurer la distribution des messages en termes de transport de bout en bout, donc du client publisher jusqu'au client subscriber. C'est un nombre qui va de 0 à 2, donc il y a 3 niveaux de service. Le premier, le niveau de base, qui peut être suffisant quand on fait de l'IoT, qu'on veut collecter des infos sur lesquelles il n'y a pas de sensibilité. Vous voulez prendre la température d'un thermomètre extérieur pour faire de la météo de votre maison. Si vous en ratez une sur 2, à la limite, bon, c'est peut-être pas très grave, pas très critique, quoi. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le client publie, il envoie ça au broker, et il n'a pas d'acquittement, il n'a pas de retour. Donc peut-être que le broker l'a reçu, peut-être pas, il n'en saura jamais rien, c'est une bouteille à la mer, ça part, et on ne sait pas ce qui se passe. Qualité de service 1, c'est un petit peu mieux. Le client attend un acquittement. Et tant qu'il n'a pas reçu l'acquittement, il va continuer à publier. Donc il est possible, pour le coup, que le broker en reçoive plusieurs. Donc là, on est tout à l'heure, c'était 0 ou 1, là on est 1 à n. Donc ça peut être... mais on sait que le broker va le recevoir au moins une fois.
Et le troisième niveau de microservice, c'est le exactly once. Alors là, on voit que ça nécessite plus d'échanges réseau, forcément, puisqu'on publie, on attend que le broker dise « OK, je l'ai reçu », et on dit au broker « OK, j'ai bien reçu ton acquittement », et donc lui, il dit « OK, c'est completed », donc c'est bon, et là, il y en a un et un seul, et c'est carré. Donc, à vous de choisir en fonction de vos cas d'usage. La chaîne de qualité globale entre deux clients étant évidemment conditionnée par le niveau le plus faible. Si vous mettez du QoS 2 à gauche et puis du 0 à droite, c'est le plus faible qui va déterminer la fragilité de la connexion. Alors ça se définit aussi de façon programmatique, donc dans votre code. Vous pouvez même changer le niveau de QoS message par message au moment où vous publiez. Par contre, quand on souscrit une seule fois. Donc on dit « je souscris » avec un niveau de qualité de service 0, 1 ou 2. Ça, on ne pourrait plus le changer. Et associé à ça, il y a un autre élément très important qui est la session, qui va permettre de corriger les failles en termes de réseau. Là, on est dans la situation du cas nominal où tout se passe bien. Donc tous les voyants sont au vert, le publisher envoie ses messages, le subscriber il est présent, la connexion est bonne, donc il reçoit ses messages de façon quasi instantanée et il n'y a pas de rupture. Sauf que dans la vraie vie, parce que parfois on fait du MQTT à partir de composants embarqués, ça peut être sur des camions, des choses comme ça, enfin les ruptures peuvent arriver fréquemment si vous êtes dans des environnements instables. Donc situation normale, sans session, en fait, le subscriber, il avait souscrit, il a bien reçu le premier message, par contre, pendant que le publisher envoyait le 2 et le 3, il y avait coupure réseau, donc plus rien. Il va rétablir sa connexion à un moment donné, il va prendre les nouveaux messages qui vont arriver, et le 2 et le 3, c'est perdu et définitivement perdu. L'avantage de la session, c'est que le broker va dire « OK, pour ceux que je n'arrive pas à atteindre, et notamment avec un QoS 1 ou 2, où j'ai des acknowledge, et donc je sais que je ne peux pas les atteindre, et tout ce que je ne peux pas distribuer, je vais le garder en session, client par client. » Et avec même une capacité de storage sur disque dur. Ça dépend de l'implémentation de votre broker. Et ça, il va les conserver. Donc pour obtenir ça, il y a 3 conditions à remplir. Un client ID qui doit être fixe, c'est-à-dire qu'au moment où vous établissez votre première connexion et quand vous revenez après la perte de connexion, il faut avoir le même client ID, sinon vous ne retrouverez pas la session. Je vous dis ça parce qu'en fait, le piège, c'est que sur tous les petits outils que je vous ai montrés au début, souvent, ils génèrent le client ID avec un random. Alors évidemment, si le random n'est pas le même dans les deux cas, la session, vous ne la retrouverez jamais, quoi. L'autre point, c'est le clean session qui doit être à false. Donc on dit je ne nettoie pas la session parce que sinon, évidemment, ça ne sert à rien. Et qualité de service 1 ou 2, si vous mettez 2, ce sera blindé. Alors ça, j'ai fait un petit exemple en Python. Je vais vous le montrer directement dans le code. Bon, Python, pareil en fait, ultra simple. On embarque PAO MQTT client ici, c'est du Python. Il y a une callback ici pour le subscriber, le publish, donc toujours le même principe. Si je lance ici mon c'était quoi, pub, je crois, .py. Voilà, donc là j'ai mon publisher Python. Donc lui, il publie régulièrement, le problème n'est pas là, c'est plutôt du côté du subscriber qu'on va avoir des soucis si on ne prend pas des précautions. Donc, sub0.py, là je suis en qualité de service 0, je l'ai affiché au début. Donc on est rendu au message 23, je le tue violemment, pan, t'es mort. On s'est arrêté au 25, l'autre il continue à envoyer des messages, il est rendu au 30. Je le redémarre, il redémarre au 34. Donc entre le 25 et le 34, j'ai tout perdu. Donc comment éviter ça? On fait un sub, cette fois-ci, de niveau QoS2 avec session. Donc là, on repart, on est calé, on est sur les messages 48, 49, etc. Je le tue également. Donc on s'est arrêté au 53. L'autre à gauche, il continue. Il est rendu au 57, 59, etc. Je le relance. Donc j'étais arrêté au 53, et là il redémarre bien, 54, 55, et vous avez vu tous les messages arriver d'un coup. Donc l'autre, le broker a renvoyé tous les messages manquants. Donc voilà, donc pas de perte de données.
Et du coup, on est sur un pattern plus asynchrone, ce qui veut dire que si vous avez une durée de session configurée pour garder des messages longtemps, vous pouvez même dire « je reviens dans 2 jours » et je vais retrouver mes messages. Sous réserve que vous ayez un broker capable d'encaisser du storage de sessions avec du volume. Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va voir ce qu'on peut faire avec le cloud, avec des dashboards, avec du protocole WebSocket. Et puis, je vais juste vous montrer un petit robot qui a été fabriqué, qui est présent sur le stand là-bas. Alors, cette fois-ci, c'est là qu'on va se servir après de ce que je vous ai demandé d'installer sur le téléphone. On va partir dans le cloud, c'est-à-dire que le broker, je l'ai pris chez HiveMQ. C'est du serverless. Pour faire ce que je vais faire là, vous n'avez même pas besoin de créer de compte. C'est-à-dire que je suis sur la partie totalement publique. C'est-à-dire que tous les topics qui sont là, donc j'ai utilisé, puisqu'on ne crée pas les topics, j'ai utilisé un topic qui s'appelle devfest/demo/temp qui va récupérer de la température. Pour ça, sur la gauche, j'ai un sensor qui mesure, enfin, j'ai rien concrètement, mais j'ai un bout de code écrit en Go, encore une fois, qui simule un sensor qui prendrait de la température et qui va envoyer des chiffres en boucle. Un autre qui va faire la même chose pour l'humidité, qui publie sur devfest/demo/hum. À droite, un logger. Alors le logger, vous voyez qu'il a souscrit à devfest/demo/dièse. Donc ça veut dire que lui, il prend tout ce qui commence par devfest/demo. Puis après, du coup, il va tout loguer. Et puis j'ai fait une simulation aussi de télécommande de porte avec ouverture-fermeture. Donc à droite, il y a un petit exécutable qui s'appelle door qui affiche l'état de la porte à l'instant T. Donc c'est binaire, hein, c'est ouvert ou fermé. Et puis la télécommande à gauche qui s'appelle door CMD qui lui envoie une commande. La commande elle est très simple, c'est O pour open, C pour close. Et tout ça passe par le cloud donc d'HiveMQ sur des topics qui sont publics. Alors, quand vous ferez vos tests, si vous voulez faire des choses plus fermées, ben vous créerez un compte et vous aurez vos topics à vous. Ce qui veut dire que là, potentiellement, n'importe qui peut écrire sur mes topics et me pourrir la démo très, très facilement. Hein. Donc, c'est parti. On va essayer de... Alors, si les dieux du réseau et du cloud sont avec nous, normalement, il y a du réseau. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il me fallait donc un sensor qui mesure la température. Donc, on simule des prises de température qui vont varier entre 1 degré et 30 degrés, quelque chose comme ça. J'ai la même chose ici pour l'humidité. Bon, c'est-à-dire comment il se connecte. Alors, l'humidité, je la prends à une fréquence plus lente. Et puis ici, je vais lancer juste le logger. Donc, MSG log. Là, normalement, j'ai logué tout ce qui arrive. Donc, la température est en jaune pour que ça soit plus visuel, l'humidité en bleu. Et donc, tout ça passe par le cloud. On voit bien ici broker HiveMQ 1883. Et vous voyez que cloud ou pas cloud, ça répond quasi instantanément. Là, j'instancie ma porte qui est dans un état initial ouvert. Et ici, donc, ma télécommande. Donc, la porte est ouverte. Je vais dire close. Donc, la porte est fermée. Si je lui renvoie close, ben, il dit je suis déjà fermé, je suis déjà fermé. On voit que le logger est en train de loguer tout ce qui se passe. Et puis, si je l'ouvre, la porte ici, maintenant, ouverte. Donc voilà, tout ça à travers le cloud. Alors ce qu'on a fait là, c'est bien rigolo, mais c'est du mode caractère. Donc ce qui pourrait nous intéresser, c'est de créer des dashboards, notamment pour avoir quelque chose de plus visuel sur les évolutions de température. Alors comment faire ça? Vous avez plusieurs options, là encore, sans rien coder. Vous pouvez aller chercher des solutions sur étagère. Alors, il y en a une très connue qui s'appelle Node-RED. Node-RED, comme son nom l'indique, ça tourne sur du Node.js. Et là, ce qui va se passer, c'est que Node-RED, lui, a un connecteur MQTT. Donc, il va collecter en fait, les infos de certains topics. Et puis après, vous pourrez dessus faire une IHM classique, en gros front-back. Et puis le front va vous afficher des choses assez sympas avec des jauges, etc. Bon, ça, c'est Node-RED. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est prendre des outils qui sont habituellement faits pour faire du monitoring d'applications, microservices ou autres.
Il y avait une conf tout à l'heure sur la télémétrie et OpenTelemetry. Typiquement, Prometheus. Donc, si vous connaissez Prometheus parce que vous l'avez utilisé sur du Kubernetes ou autre, Prometheus a un exporteur pour faire du MQTT. Donc lui, au lieu d'aller faire du scrapping sur des microservices, il va juste se brancher sur des topics, les ramener dans sa base de données time series. Donc time series, c'est un instant T, j'ai telle valeur, etc. Ce qui s'adapte parfaitement au graphique. Dessus, vous pluguez Grafana, et puis vous avez de superbes graphiques Grafana grâce à Prometheus. Puis on peut faire la même chose avec Telegraph, sauf que Telegraph et InfluDB, c'est séparé. Telegraph, c'est le collecteur, et InfluDB, c'est la base time series. Dessus, on remet du Grafana et c'est réglé. Bon, ça, c'est des trucs prêts à l'emploi, faciles à utiliser. Et comme toujours, on est développeur, donc on veut faire des choses spécifiques. Et notamment, on voudrait bien un truc dans le browser. Sauf que là, on va avoir un problème. C'est que, comme on l'a dit, MQTT, c'est un protocole MQTT, quoi. Le browser, ça fait pas du MQTT. Ça ne va pas ouvrir une socket TCP/IP comme ça sur un protocole MQTT et dialoguer avec notre broker. Donc, pour contourner ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le protocole WebSocket. Alors, WebSocket, c'est quoi ? Ça va permettre, en fait, d'ouvrir des sockets bidirectionnels, mais compatibles, on va dire, avec les contraintes du web. Et donc là où avant, à droite, on passait le message MQTT directement sur TCP, là, le message MQTT, il va être enveloppé dans une frame WebSocket qui elle-même va passer après sur du TCP. Ce qui veut dire que pour faire ça, il faut que votre broker, lui, il ait deux écouteurs. En fait, il a son écouteur classique MQTT, tel qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Mais il a aussi un listener capable de faire du WebSocket. Alors ça, selon le broker que vous allez utiliser, c'est variable. En général, ça fonctionne un peu en mode sidecar, c'est-à-dire qu'il y a le serveur WebSocket à côté, et puis après, il refait du MQTT. Mosquito le fait maintenant. Alors lui, c'est tout dans le même, c'est in process, hein, tout dans le même processus, et ça marche relativement bien. Donc une fois qu'on va avoir ça, on va retourner chercher la librairie PAO, mais librairie PAO cette fois-ci qui va travailler en JavaScript et en WebSocket, et on va l'embarquer dans le browser. Donc ça va donner quelque chose qui ressemble à ça, et je vais vous le montrer plutôt direct dans le code. Alors le truc, c'est où est-ce que je l'ai mise, web. Ça doit être ça. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est du JavaScript, mais on va retrouver toujours les mêmes principes. J'ai un client, je me connecte. Et puis après, donc j'ai des handlers également possibles sur l'événement, je suis connecté, sur l'événement, j'ai perdu la connexion, etc. Et surtout, sur l'événement, j'ai reçu un message est arrivé. Et là, la question que je vais me poser, moi, c'est est-ce que l'événement est arrivé sur le topic température ou humidité ou l'état de la porte? Et en fonction de ça, je vais aller chercher mes objets graphiques et je vais les mettre à jour. Donc soit la jauge de température, soit la jauge d'humidité, soit la porte. Donc normalement, ah oui, bon, voilà. Tac, broker, où est-ce que je l'ai mis? Alors, il est là, voilà. Je le rafraîchis. Et vous voyez que comme mes sensors factices continuent à émettre, bah effectivement, mes jauges se mettent à jour. Et puis j'ai ma porte, donc normalement, si je reprends ça ici, et que j'utilise la télécommande, donc la porte est ouverte, donc c'est cohérent, hein. Ce qu'il me dit dans le mode caractère, c'est la même chose que sur le web. Donc si je lui dis close, effectivement, c'est passé en close. Ah, ça s'est rouvert. Oh, il y en a qui jouent là. Non? D'accord. Bien joué. Et donc, je vais la fermer. Close. Voilà, elle est refermée. Alors, ça, c'est pour la partie web. Et maintenant, on va aller au bout de l'exercice. Qu'est-ce qu'il en fait encore là? On va aller au bout de l'exercice. Et cette fois-ci, on se dit, on va vouloir faire ça, mais avec le smartphone. Et pour ça, vous pouvez y aller. Voilà tous les paramètres.
Alors, j'ai pas de smartphone, j'ai pas pu faire l'anti-sèche pour les smartphones, mais sur le IoT MQTT Panel, on est sur broker.hivemq.com. Donc, il va vous demander d'établir de définir la connexion au broker. Donc, le host ou l'adresse IP, donc c'est broker.hivemq.com. Connection name, vous mettez ce que vous voulez, hein, ça c'est pour vous. Le port, c'est le 1883, c'est le port standard. Le network protocol, c'est TCP. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir normalement vous connecter. Vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Quand vous aurez donc configuré votre jauge de température, votre jauge d'humidité. Et pour la porte, j'ai trouvé une espèce de LED là qui ah, elle est passée. Donc quelqu'un a modifié la porte. Et puis vous pouvez également mettre la commande ici là. Là je la referme et ainsi de suite. C'est bon? Ça marche pour certains d'entre vous? Cool. On est pile dans les temps. Juste avant de conclure, il y a un collègue là, qui a fabriqué un robot que vous allez pouvoir voir sur le stand de Capgemini là, en bas. Donc ce robot, en fait, c'est des servomoteurs avec des petites pattes, etc., qui sont piloté donc par un microprocesseur ESP32. Donc ça veut dire que dessus, il y a le client MQTT qui est fait donc en C pour être embarqué sur le microprocesseur. Le Mosquito est installé sur un Raspberry Pi. Et en Wi-Fi, les ordres passent à partir donc de son téléphone avec une autre application web qui s'appelle MQTT Dash. Donc les ordres sont envoyés au robot en publiant des ordres sur /home/robot/order. C'est donc comme le robot, lui, enfin le microprocesseur ESP32 a souscrit au topic home robot order, il reçoit les ordres, il les exécute. Et il renvoie du feedback sur home robot debug pour dire ce qui s'est passé. Et le téléphone est, lui, abonné au feedback pour loguer en fait, en mode debug ce qui se passe sur le robot. Et donc là, on a couvert à peu près, pas mal de cas d'usage de MQTT, en passant par des chocolatines et des robots. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci de votre attention. Pas de questions? Ah, si. Oui, c'est à la connexion en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il faut voir le broker. Là, on est en mode tout est ouvert, mais on se connecte. Je prenais l'exemple au début de RabbitMQ. Donc c'est pareil, hein, on se connecte. Donc pour se connecter, il faut avoir donc un user, un password, etc., etc. Et après, on a le droit de faire des choses, quoi. Mais oui, bien évidemment, oui, c'est sécurisé. Ouais. Oui, conservation, très important. Si vous voulez faire de l'event sourcing ou des choses comme ça, l'ordre des messages est conservé. Donc ça, c'est super important. Et même quand il y a des ruptures, donc non seulement il les garde dans la session, mais il les redistribue à partir de la session dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Et ça, oui, pour conserver des événements qui ont besoin de cet ordre, oui, c'est idéal. La date est portée dans quand on a le message qu'on reçoit, il y a effectivement la date. Donc dans le message reçu, il y a le topic, il y a la date, il doit y avoir le QoS aussi, il y a un certain nombre d'informations associées au message en question implicitement. Et après, si vous voulez vraiment le message d'origine applicatif, quoi, c'est de savoir, là c'est au client de poster, de dire je dis en plus à quel moment ça s'est passé chez moi, quoi. Indépendamment du broker. Parce qu'on a vu les problèmes de connexion entre le publisher et le broker, mais il peut aussi y avoir des problèmes de connexion on a vu entre le subscriber et le broker, il peut y avoir aussi des problèmes de connexion entre le publisher et le broker.
Et dans ce cas-là, c'est le publisher, donc c'est le client qui accumule les messages pour, au moment du rétablissement de la connexion, les envoyer au broker. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens de mettre en place un système qui révoque une connexion? Par exemple, de manière régulière, on dit qu'une connexion n'a pas le droit de tenir plus de 20 data pour des raisons de sécurité ou on préfère que le client soit authentique. Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça directement sur un broker? Ça va être lié peut-être à la nature du broker. À ma connaissance, non. C'est un peu comme une base de données ou un Rabbit. Hein. C'est une fois qu'on est connecté, on est connecté. À voir en fonction des implémentations. Là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment les brokers de base. Après, les implémentations genre Vern, MQ, Hive, etc., amènent parfois des possibilités supplémentaires en termes d'administration, en termes de scalabilité. Il y a MQTT5, on n'a pas eu le temps d'en parler aussi. Dans MQTT5, il y a énormément d'évolutions avec des réglages à tous les niveaux. Donc, à voir en fonction, je pense, de l'implémentation du broker et du fournisseur. Donc. Peut-être une dernière, enfin, en tout cas pour moi. Alors, on avait à Toulouse des startups type Sigfox qui travaillent sur du signal radio. Oui. Je sais que moi je travaille dans l'énergie, on a des compteurs ou des choses qui sont liées au réseau électrique. Ouais. Là, on a vu que c'était sur TCP, pardon. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser. En tout cas, il y a des adaptations qu'on peut faire pour d'autres types de réseaux qui ne sont pas de TCP. Non, c'est pas possible. Non, ça s'appuie sur TCP/IP. Il faut absolument une stack TCP/IP, ou sinon il faut passer sur d'autres protocoles IoT qui vont bosser effectivement avec de la radio, des choses comme ça, mais ce sera plus du MQTT. Oui, absolument. Il faut quelque chose qui supporte le TCP/IP. Alors, oui, alors si on passe en SSL, déjà il y aura un certificat, mais on sera sur du SSL, enfin sur du TLS standard, pas du MTLS, donc à ma connaissance, pas d'authentification mutuelle des deux côtés du TLS. Donc c'est un seul certificat pour l'authentification. Ça, c'est pour sécuriser le canal, mais si je peux l'authentification, un device qui part du principe est souvent en dehors des systèmes qui protègent, souvent en dehors des VPN, comment on fait pour est-ce qu'on peut faire autre chose que de donner un client un ID? Pas à ma connaissance, alors il faudra l'implémenter soi-même. Là, on tombe sur les problèmes du WebSocket. Là, oui, on a quitté MQTT, on est repassé par du WebSocket, on va se reprendre tous les avantages et inconvénients du WebSocket, ça c'est clair. Ouais. Oui. Les messages émanent de plusieurs publishers qui sont sur des time zones différents. La date de ces messages ensuite. C'est celle du broker, je pense. Oui. Et du coup, si on veut garder la date et l'heure d'origine du publisher, ça va être à lui de la véhiculer dans le corps du message. Oui, là, c'est le meilleur moyen. Oui. Plus de questions? Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le stand Capgemini. Vous verrez le robot, vous verrez aussi une cafetière pilotée avec du MQTT. C'est super utile. Et on pourra en discuter plus loin. Je pense qu'on a rattrapé le retard. Merci.